Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Sanctions de la CEDEAO, quelles conséquences sur le Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Mme Bamba Aminata Konaté du collectif citoyen pour la renaissance du Mali, Modibo Maoumakalou, économiste, Dr Fodié Tandjigoura, sociologue, chercheur, chef du département sociologie de l'Université de Bamako et Balan Diakité, politologue, chercheur. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La situation sécuritaire préoccupe la CEDEAO. L'absence de progrès dans la préparation des élections a également été dénoncée hier lors du sommet extraordinaire qui s'est tenu à Accra. Et suite à ces différents constats, la CEDEAO a imposé des sanctions. Nous allons écouter Moussa Malé Sissoko qui nous fait le point sur ces différentes sanctions qui sont prises contre le Mali et la Guinée-Conakry, mais particulièrement ce qui concerne le Mali. Ces sanctions comprennent une interdiction de voyage et un gel des avoirs financiers des autorités de la transition. Ces sanctions ciblent aussi les membres de leur famille ainsi que les institutions de la transition, indique-t-on dans le communiqué final. La conférence des chefs d'État charge le président de la commission d'examiner et de proposer des sanctions supplémentaires lors de sa prochaine session ordinaire le 12 décembre 2021 si la situation persiste. Les dirigeants ouest-africains déplore vivement l'absence de progrès réalisés dans les préparatifs des élections, notamment l'absence d'un calendrier électoral détaillé aux dates convenues. La CEDEAO réitère la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues le 27 février 2022. Cela malgré la notification officielle par les autorités de transition de ne pas pouvoir respecter l'échéance de février 2022. Face à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, la conférence des chefs d'État appelle à un mandat plus robuste et offensif et à renforcer la capacité opérationnelle de la MINUSMA. Enfin, la CEDEAO a condamné l'expulsion de son représentant au Mali. Après l'expulsion justement du représentant de la CEDEAO, Modibo Maoumakalou, fallait-il s'attendre à ces différentes sanctions qui sont prises contre le Mali? Non, les deux questions ne sont pas liées. En fait, nous parlons de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'organisme de coopération sous-régionale pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous le savez, la CEDEAO a été créée en 1975 et est une communauté économique régionale géographique de l'Union africaine. Donc à ce titre, les règles de la CEDEAO sont supranationales, c'est-à-dire au-delà des constitutions, parce qu'elles sont ratifiées par les parlements des différents pays membres. Donc les règles sont connues d'avance et elles sont valables pour tous. Il y a eu quelques difficultés. Moi, je pense que ce sont plutôt des difficultés de communication, parce que je ne peux pas comprendre qu'on en soit arrivé là uniquement à cause d'un chronogramme détaillé sur les élections. Vous savez, la CEDEAO avait quand même, depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en Accra, au Ghana, le 16 septembre 2021, avait exigé ce chronogramme détaillé pour les élections avant le 31 octobre 2021. Sinon, elle avait demandé de compiler la liste des personnes qui seront ciblées parmi les autorités. Et c'est cela, malheureusement, qui est advenu hier lors de la réunion, lors de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue en Accra hier, le 7 novembre 2021, où le communiqué final stipule que toutes les autorités de la transition sont sanctionnées, interdites de voyage, ainsi que leurs familles, et de même que le gel de leurs avoirs. Vous disiez que c'est un problème de communication. Communication entre qui et qui? Mais écoutez, vous savez, je n'ai peut-être pas tous les détails, mais selon ma compréhension, en tout cas les informations parcellaires que j'ai reçues semblent indiquer que c'est une lettre qui a été envoyée pour dire que malheureusement les élections ne pourront pas se tenir à date échue, c'est-à-dire le 27 février 2022, alors que la CEDEAO avait exigé un chronogramme détaillé. Ce chronogramme détaillé,
même s'il y a des difficultés pour tenir les élections à la date qui est initialement prévue, pouvait décliner un peu ces difficultés, comment on pourrait les surmonter et pourquoi ce sont des difficultés. Parce que, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a des difficultés, ça se règle, ce sont les relations internationales, c'est de la diplomatie, c'est de la négociation constante. On met tout sur la table et on discute. La CEDEAO, le Mali, vous savez, a été le bon élève de la CEDEAO pendant très longtemps. Nous avons donné des leçons à des gens, nous avons refusé de participer à des réunions avec des pays qui ne respectaient pas les règles de la CEDEAO, lorsque nous étions un champion de la démocratie. Et nous avons eu ce dividende. Maintenant que notre pays est malade et que nos voisins sont à notre chevet, nous devons quand même savoir que ce ne sont pas nos ennemis, encore moins nos adversaires. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut ouvrir la porte du dialogue, il faut être réaliste, il faut être pragmatique et il faut proposer des solutions de sortie de crise. Madame Bamba Aminata Konaté, vous, que pensez-vous de ces nouvelles sanctions de la CEDEAO prises contre le Mali? Merci, M. Touré. Bonsoir à tous. Ces nouvelles sanctions suscitent beaucoup d'inquiétudes. Des inquiétudes à tous les niveaux, d'accord? Surtout chez les Maliens. Déjà, il y a la situation sécuritaire qui pèse sur les gens. En plus, il y a la CEDEAO qui annonce des sanctions. Donc, ça devient inquiétant vraiment pour les Maliens. J'avoue que ces sanctions-là, elles étaient prévisibles. Elles étaient prévisibles dans la mesure où la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a dit au moment des concertations nationales? Au moment du premier événement du 18 août, la CEDEAO avait dit un président civil, un premier ministre civil et le respect strict du calendrier électoral. Bon, les choses se sont passées et finalement, on a un premier ministre civil à ce jour. Et on n'a pas de président civil et le calendrier électoral, qui était le dernier élément des désirata de la CEDEAO, n'est pas actuellement en train d'être respecté. Donc du coup, si on regarde un peu le taux de réalisation des doléances de la CEDEAO, on est à peu près 33%, 1 sur 3. 1 sur 3 éléments qui a été réalisé. Donc, du coup, on pouvait s'attendre un peu à ces sanctions-là. Ces sanctions-là, en soi, quand on regarde, on ne voit pas trop la gravité de ces sanctions, entre guillemets. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les sanctions appellent les sanctions. Il ne faudrait pas que ces sanctions de la CEDEAO appellent d'autres sanctions, d'autres institutions, comme on a l'habitude de voir dans d'autres pays et dans d'autres contextes. Donc c'est ce qui est un peu inquiétant aujourd'hui. D'accord. Et on va demander à Fodié Tandjigoura si lui, il voit un peu la gravité de ces nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Fodié Tandjigoura, à vous. Oui, donc merci pour m'avoir associé à ce débat. Alors, de mon point de vue, en réalité, ces sanctions de la CEDEAO, je ne vois pas concrètement comment ces sanctions vont se traduire sur le terrain. C'est-à-dire que gèlent des avoirs, interdiction de voyage pour les personnalités, ainsi que pour leurs familles. Alors, les familles, lesquelles, elles sont où, et ces personnalités, comment ça va se traduire, etc. Donc, je crois que la CEDEAO a des schémas prédéfinis de sanctions qu'on essaie tout simplement de faire sortir comme dans une armoire à outils, donc on les fait sortir, on les brandit. Ce sont les mêmes sanctions, les mêmes figures et les mêmes choses. Très sérieusement, on s'attendait à pire que ça. Honnêtement, tous les citoyens avaient les yeux rivés vers Accra. On pensait qu'il allait avoir des sanctions économiques. C'est ce que nous, les citoyens, nous craignons le plus. Mais le Mali étant un pays central dans la circulation économique et monétaire, je pense qu'ils ont compris, une fois de plus, que le peuple est victime. Ensuite, l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que la CEDEAO, une fois de plus, doit être auprès des peuples. Ça lui a été reproché un peu partout. Il nous faut cette fois-ci une CEDEAO des peuples. Vous savez, je connais rarement un pays qui soit content vraiment de la CEDEAO. Si vous interrogez les citoyens et tout ça. Donc, ce n'est pas du faux. Ça veut dire que quelque part, les peuples se reconnaissent un peu mal. On l'a même taxé d'être un syndicat des chefs d'État.
Donc, vous voyez que très souvent, moi, je vois en cette sanction un rôle purement symbolique et institutionnel. Il fallait quand même des sanctions. La CEDEAO ne va pas dire, bon, on est d'accord, et puis c'est tout. Il fallait une sanction. Et la moindre des sanctions, pour moi, c'est celle qui a été prise contre les dirigeants. Et c'est ce qu'on a vu. Au moins, le peuple ne va pas en pâtir, en tout cas d'une certaine manière. Balan Diakité, aujourd'hui, sait-on quelles sont les autorités qui sont concernées par ces sanctions de la CEDEAO? On parle des autorités de la transition, mais est-ce qu'on sait qui réellement? Alors, les informations que j'ai ne me permettent pas de répondre de façon précise à la question. Mais ce que j'ai entendu, comme chacun d'entre vous, c'est qu'il s'agit des personnes qui sont directement impliquées par les événements qui ont conduit effectivement à la chute de l'ancien président, mais aussi ceux qui gèrent actuellement les affaires. Donc il s'agit de ces personnes-là ainsi que des membres de leur famille. Donc c'est l'information que nous avons reçue jusqu'ici. Donc est-ce qu'on sait si les membres, par exemple, du gouvernement, les membres du Conseil national de transition, de façon générale, sont concernés, ou est-ce qu'il s'agit des leaders tout simplement? Ça, je ne le sais pas en réalité. Je ne sais pas quelles sont les personnes ciblées plus précisément, mais globalement, il s'agit des personnes qui sont, comme je l'ai entendu dans les informations, c'est-à-dire des personnes qui sont directement impliquées dans les événements qui se déroulent actuellement au Mali. Mais quoi qu'il en soit, comme Madame l'a dit tout à l'heure, c'est pas en fait les personnes en question qui posent problème. L'interrogation fondamentale doit être faite au niveau même de la sanction et du sens que l'on donne à cette sanction en fait. Parce qu'il ne faudrait pas que ces sanctions puissent être prises par certains comme étant tout simplement un désaveu de la CEDEAO vis-à-vis de ceux qui gouvernent, ou encore moins le contraire, mais que l'on sache tout simplement que la CEDEAO a pris ça parce que la CEDEAO était obligée de prendre des sanctions. Voilà, donc on était arrivé à un moment où, au regard du monde entier qui nous regarde, au regard des principes que la CEDEAO elle-même défend dans ces textes qui sont liés à la démocratie, au respect de la légalité, etc., la CEDEAO était obligée de prendre ces sanctions. Ce qui est peut-être même surprenant, c'est le fait que la CEDEAO, jusqu'ici, a quand même adopté une attitude envers le Mali qui a été une attitude flexible. Ça, il faut le dire. C'est vrai que pendant très longtemps, il a été reproché à la CEDEAO d'être le syndicat des chefs d'État. Il a été reproché à la CEDEAO d'être très loin des peuples, mais dans cette affaire, depuis les événements du 8 août dernier jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'a pas été aux côtés du Mali, parce que toutes les sanctions que la CEDEAO a prises ont été justement des sanctions quand même à minima, qui ne sont pas de nature vraiment à asphyxier le peuple malien du point de vue économique et politique. Et donc, dans ce sens-là, je dirais... Mais en termes d'action, qu'est-ce qu'elle a apporté pour le Mali, la CEDEAO? Non, en termes d'action, c'est là où il faut reprocher à cette CEDEAO son laxisme parfois vis-à-vis des chefs d'État qui sont là. C'est que la CEDEAO, elle est souvent dans une situation pas tout à fait confortable. C'est-à-dire que l'action de la CEDEAO va dépendre de la personne qui est en face. Si en face, la CEDEAO est à faire avec un gouvernement qui a été élu sur la base des élections, qui a été proclamé selon les procédures que l'on sait par la Cour constitutionnelle et tout, la CEDEAO considère qu'elle est face à une autorité qui est légitime, qui est légale. Par contre, quand on est face à des personnes qui ont pris des armes pour s'emparer du pouvoir, alors l'action de la CEDEAO peut changer en fonction de la personne qui est en face. Et donc, dans ce sens-là, ce que le peuple, ou sinon les peuples de la CEDEAO reprochent à cette institution, je pense que c'est beaucoup plus lié à l'aspect, au versant psychologique des décisions que la CEDEAO prend. Parce que chaque décision politique que l'on prend a un versant psychologique. Donc quand il y a des chefs d'État, par exemple, qui transforment ou qui modifient leur constitution pour se maintenir au pouvoir, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire récemment, comme on l'a vu en Guinée récemment, et que la CEDEAO ne dit rien, c'est là où le peuple se sent révolté. Et donc on s'est dit que cette organisation est là uniquement pour défendre les intérêts des chefs d'État, mais à chaque fois qu'il y a un groupe d'hommes ou de femmes qui vont s'emparer du pouvoir, soit par la rue ou soit par les forces, alors qu'ils sont porteurs
d'un idéal, ils sont porteurs d'une ambition ou des aspirations du peuple profond, la CEDEAO est là pour brandir l'épée de la sanction ou, si vous voulez, le bâton. Et donc, c'est là où il y a hiatus entre les principes que la CEDEAO défend, qui sont à la base des principes démocratiques, et parfois les actions qu'elle pose qui peuvent aller à l'encontre même de ce que le peuple a comme aspiration. Et Studio Tamani a posé la question aux citoyens lambda à Bamako. On va écouter ce micro-trottoir réalisé par la rédaction de Studio Tamani sur l'avis des populations sur ces sanctions de la CEDEAO. Je demanderai à l'autorité malienne d'aller s'asseoir pour qu'ils puissent se comprendre vraiment sur une date. Comment se fait-il que tu veux condamner un pays alors qu'il y a des pays membres même de la CEDEAO qui sont en train de bafouer leur pays? C'est du syndicalisme d'une manière au profit de soi-même. Avec l'état actuel du pays, la CEDEAO ne devrait pas prendre cette décision parce que devrait chercher d'autres solutions que ça. Ils n'ont qu'à prendre des décisions. Tout ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire. Nous, on est Maliens, nous allons lutter. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est 2 poids 2 mesures. Le président togolais, il a fait combien de mandats? Ils n'ont qu'à le faire. On n'a pas besoin de cette CEDEAO. Nous demandons à la CEDEAO de comprendre le problème du Mali, de faire tout pour aider le Mali à relever le défi sécuritaire et le défi économique. Plutôt qu'une CEDEAO des peuples, on voit une CEDEAO des chefs d'État, comme le disait Balan, à travers le regard des populations, souvent bien sûr. Moribo Maoumakalou, est-ce réellement le cas dans les faits? Moi, je suis ébahi d'entendre ce que j'entends parce que je connais assez bien cette organisation à laquelle le Mali a beaucoup contribué pour la mettre sur les fonds baptismaux. Elle a été créée en 1975. Et vous savez, la CEDEAO est l'une des organisations sous-régionales les plus avancées et celle qui marche le mieux en Afrique et dans le monde. Parce que son rôle, c'est de promouvoir le développement économique. Mais depuis quelques années, la CEDEAO aussi est impliquée au niveau de la gouvernance, notamment à travers le protocole additionnel sur la gouvernance, sur la démocratie et les élections. Qui ont été quand même signés par notre pays en 2001, qui ont été ratifiés par notre Parlement. Il faudrait quand même que les gens se souviennent que dans le préambule de notre Constitution de 1992, la loi fondamentale, et je pense que cette loi fondamentale est toujours en vigueur, le Mali réaffirme son soutien à l'unité africaine et aussi à quand même promouvoir la coopération sous-régionale et internationale. Et nous ne pouvons pas le faire en dehors de la CEDEAO. Vous savez, je vais vous dire, il faut relativiser les thèmes, il faut relativiser un peu les choses et les replacer dans leur contexte. La CEDEAO, c'est 420 millions de personnes. Donc, la population du Mali ne fait que 5% de la CEDEAO. La richesse de la CEDEAO, c'est environ 800 milliards de dollars. Le PIB du Mali, c'est-à-dire la richesse nationale du Mali, ne fait que 2,5%, c'est-à-dire 2,5% de la richesse de la CEDEAO. Le Mali est quand même la 5e économie de la CEDEAO. Donc, nous sommes importants, nous avons besoin de nos voisins, mais surtout, nous avons une diaspora importante dans les pays qui nous entourent, parce que nous avons 7 frontières, et sur ces 7 frontières, il y en a 5 qui font partie de la CEDEAO. Nous avons une coopération sous-régionale en matière économique et monétaire, l'UMOA, et tous les 8 membres qui ont en partage le franc CFA sont aussi membres de la CEDEAO. Bon, donc, il faut quand même que nous relativisons un peu. Aujourd'hui, la CEDEAO soutient la CEDEAO, mais le Mali a été soutenir les pays qui étaient en difficulté quand nous étions des champions de la démocratie. Mais nous ne sommes pas des champions de la démocratie aujourd'hui. Mais ça, c'est dans les textes. Est-ce que dans les faits, dans les actions, nous sommes dans un régime d'exception, nous sommes dans un régime transitoire. Ça veut dire l'objectif, c'est d'aller vers un régime constitutionnel. Et vous savez, le protocole additionnel de la CEDEAO, dans son article 1 alinéa B, dit que toute accession au pouvoir doit se faire par des élections libres, transparentes, honnêtes et crédibles. Donc, pour moi, nous pourrons juger cette transition à travers la qualité des élections qu'elle va faire à terme. Et ces élections... Si elle arrive à les faire d'ici la fin de la transition déjà, mais on va y revenir. Fodje Tandjougoura a posé une question. Il demandait comment est-ce que ces sanctions vont se traduire sur le terrain, économiquement parlant. C'est très simple. Très simple. Le 16 septembre 2021, une liste a été établie.
Et ce qui était requis, c'est de fournir un chronogramme détaillé sur la tenue des élections. Mais les sanctions sont tombées, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui me disait hier, mais vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas informé, il y a une lettre qui est partie. Moi, je n'ai pas vu le contenu de la lettre, mais si les sanctions sont tombées, c'est que la lettre ne correspondait pas à ce que la CEDEAO voulait. La CEDEAO parle de la notification officielle par les autorités de transition de leur incapacité à respecter la date limite de transition de février. Ce n'est pas un chronogramme détaillé. Un chronogramme détaillé dit, voilà ce que je vais faire à telle date, dans l'espace et dans le temps. Voilà ce que j'aimerais faire, mais que je ne pourrais pas faire. Et voilà ce que je souhaiterais faire. À partir de ce moment-là, si vous fournissez ce chronogramme détaillé dans l'espace et dans le temps, en disant... Je spécule, nous avons besoin de 6 mois supplémentaires, par exemple, pour telle ou telle raison. Madame a expliqué, le pays est dans une situation assez difficile. Au niveau, l'administration est absente sur une grande partie du territoire. Nous avons près d'1 million de déplacés. La sécurité alimentaire, il y a 4 millions de Maliens qui sont dans l'insécurité alimentaire. Mais tout ça, ce sont des arguments. Tout ça, ce sont des arguments, mais encore faut-il les mettre sur papier, les mettre sur la table et discuter avec les autorités de la CEDEAO qui sont là pour nous aider. Alors, Madame Bamba, aujourd'hui, par rapport à ces élections qui doivent se tenir, avez-vous l'impression, à travers les faits et les discours, que les autorités de la transition elles-mêmes savent quand est-ce qu'elles veulent tenir ces prochaines élections? Si on regarde un peu... Qu'est-ce qui est fait sur le terrain jusqu'à date? On a l'organe unique de gestion des élections, dont on a longuement parlé ces derniers temps. Il y a eu du travail autour de ça. Et je pense que la dynamique est là. Elle est certes timide, mais je pense qu'il y a une dynamique qui est là. Je pense que les autorités savent où est-ce qu'ils vont avec l'organisation des élections. Certes, à ce jour, on n'a pas de date réelle de tenue des élections ou de chronogramme clair, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Notamment l'organe unique de gestion des élections, on en a longuement parlé ces derniers temps. C'est quand même une avancée, c'est une innovation et on va espérer que ça marche. Mourouma Makalou estime que la notification des autorités de la transition par rapport à la non-possibilité de tenir les élections aux dates indiquées n'a pas été suffisamment détaillée probablement et qu'aujourd'hui, est-ce que ça peut l'être puisque les autorités de la transition estiment que les prochaines dates des élections vont être fixées à partir des prochaines assises nationales sur la refondation? Alors moi, je pense que c'est toujours possible de rectifier les tirs dans la mesure où si on garde le contact avec, si on garde le dialogue avec la CEDEAO, on essaie d'échanger avec eux, de communiquer avec eux sur leurs intérêts. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? On a deux intérêts, on a des intérêts opposés de part et d'autre. La CEDEAO, elle veut le respect strict de la tenue des élections à la date du 27 février. Et qu'est-ce que les autorités maliennes veulent? C'est faire les assises nationales de la refondation. Et à partir de là, fixer les échéances électorales. Donc, du coup, on a des intérêts opposés et il faudrait vraiment un cadre d'échange pour pouvoir concilier ces intérêts opposés-là. C'est la voie du salut pour nous. Mais aujourd'hui, je pense que les Maliens aspirent vraiment à une renaissance. Les Maliens aspirent à une refondation, en tout cas la plupart des Maliens. Donc, je pense que ce point est vraiment important et à prendre en compte. Bon, il y a plusieurs scénarios qu'on pouvait imaginer, genre la refondation, les assises nationales de la refondation à part, avec les 12 thématiques retenues pour faire cette refondation, enfin, pour faire ces assises-là. Et à côté de cela, le calendrier électoral, c'est-à-dire scinder les deux actions. Et là, en ce moment, les assises auront juste un caractère de renaissance. Et les élections aussi allaient être traitées de leur côté. Mais du fait qu'on a combiné les deux, ça crée un peu de doute, en fait. De doute, parce qu'il y a deux enjeux majeurs pour la transition.
il y a la confiance des Maliens et puis la confiance de la communauté internationale et de la CEDEAO. Donc, du fait que les Maliens aspirent à la refondation, tout ça, oui, on va vers les assises nationales de la refondation. Mais du moment où tu mets les élections ou la fixation du calendrier électoral dans l'organisation des assises, on dirait que tu noies un peu les calendriers électoraux dans les assises. Et ça crée un peu de frustration, de confusion et de manque de confiance peut-être. Donc, si les autorités pouvaient scinder les deux, je crois que ça va beaucoup nous aider à avancer. D'accord. Alors, Ballon Diakité, aujourd'hui, la non-tenue des élections aux dates indiquées, elle est due à quoi? Est-ce que c'est un manque de volonté, comme le pensent certains partis politiques aujourd'hui, ou est-ce que c'est la situation, le contexte qui n'a pas permis la tenue, qui ne va pas permettre la tenue de ces élections, comme le disent certains? Non, à mon avis, le fait qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui les élections tient au fait que les autorités de la transition, depuis plus d'une année, ont manqué de méthode. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Les 18 mois, vous savez que c'est le Mali qui a proposé ça à la CEDEAO, quand même. Et pas une seule fois, pas deux fois, pas moins de 3 fois. Le président de la transition est sorti à la télé et a dit que le délai sera respecté. Le Premier ministre actuel... Mais au début, elle voulait plus que 18 mois. Ah ben oui, mais après ils ont dit que ça va être respecté. Elles l'ont accepté. Quand même. Et le Premier ministre aussi a dit que le délai va être respecté. Quand même. Ça, ce sont des choses que nos autorités eux-mêmes ont dit. C'est pas il y a 20 ans de cela, il y a juste quelques mois de cela. Donc aujourd'hui, quand vous-même vous avez tenu un discours, vous avez tenu en fait à respecter un délai, et maintenant à l'approche du délai, vous savez que pertinemment vous ne pouvez pas respecter. Pour moi, il faut engager tout simplement un dialogue, une négociation. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans un rapport de force ou bien dans une attaque, personnel comme ça avec la CEDEAO, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, depuis le début, cette transition a manqué de méthode. Est-ce que vous donnez raison à Moribo Mamakolo qui estime qu'il fallait y ajouter beaucoup de détails pour expliquer concrètement qu'est-ce qui est prévu de faire? Je vais même plus que ça, je vais même au-delà de ça. Parce qu'au départ, nous avons pris cette transition-là comme ça va être le moment où on va résoudre tous nos problèmes. C'est pas possible. Vous donnez 20 ans à cette transition, 20 ans, cette transition ne pourra pas résoudre tous les problèmes du Mali. Il fallait être donc méthodique. Voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous ne pouvons pas faire au regard des moyens que nous avons, au regard du temps qui est là, au regard, on ne peut pas. Et donc, dès le départ, j'avais dit en son temps que cette transition ne peut pas aller au-delà de 3 objectifs. 1, la sécurisation du territoire. 2, l'organisation des élections transparentes. Et avant les élections, la conduite des réformes politiques institutionnelles. Voilà les 3 actions importantes que cette transition... Est-ce qu'elle a réussi à ce stade une de ces actions? Non, mais c'est ça en fait, parce que ça part dans tous les sens. Or, quand vous n'avez pas assez de moyens pour faire face à tous les problèmes, c'est pas moi qui le dis, vous avez un grand écrivain qui a beaucoup écrit sur les théories de guerre. Il vous dit, un général qui se bat sur tous les fronts, il ne va pas gagner un seul combat. Donc il fallait être méthodique dès le départ, cibler en fait les problèmes qui sont là et voir quels sont les problèmes que la transition pouvait résoudre. Non seulement ils n'ont pas eu cette méthode-là, ensuite est venue l'erreur de casting. On a quand même fait à peu près 8 ou 9 mois avec un président de transition qui était là, avec un premier ministre qui avait même commencé, bien évidemment, à l'organisation même de ces élections. Je vous rappelle quand même que le premier ministre Mokhtar Ouane avait mis en son temps le COS, les comités d'orientation. Donc tout ceci devait travailler dans le cadre des élections. Et du jour au lendemain, voilà, tout ce travail a été balayé. On a amené encore un autre Premier ministre, et voilà, on recommence encore le travail, quoi. Donc finalement, il faut se dire une chose, honnêtement, cette transition, elle a manqué de méthode. Et c'est par manque de méthode aujourd'hui que, évidemment, on ne peut pas organiser les élections au jour où nous sommes, parce que quand vous regardez les défis sécuritaires qui sont là, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce où vous êtes en insécurité. Donc, comment est-ce que vous allez organiser des élections? C'est impossible. Donc aujourd'hui, il faut travailler pour que, effectivement, la sécurité puisse
être au rendez-vous. Toujours est-il que cette sécurité aussi, ça va se faire progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain que la sécurité va être totale sur l'étendue du territoire malien, mais partout où on peut faire des élections, il faut essayer de faire en sorte que ces endroits-là ne tombent pas dans l'insécurité et que peu à peu, les endroits qui sont dans l'insécurité aujourd'hui, l'État puisse les récupérer et les mettre sous sa protection. Et on demande à Fodje Tandjougoura. Je pense que si cela est fait, on pourra aller ensuite vers l'élection. Fodje Tandjougoura, quel est votre avis sur ce manque de volonté ou de méthode qui est dénoncé par Balan? Oui, bon, vous savez, Touré, moi j'ai su il y a longtemps qu'on allait en venir à cette prolongation. Je n'ai pas de boule de cristal, mais pour tous ceux qui sont observateurs de la scène politique, le jour où le Premier ministre est passé devant le CNT pour décliner le plan d'action du gouvernement, avec des axes aussi ambitieux que coûteux, donc on a su dès lors, en filigrane, qu'il y a un projet de prolongation derrière, même si on ne pouvait pas présager, n'est-ce pas, de leur intention. Moi, il y a un risque dans la prolongation, c'est-à-dire que si on remet les élections à plus tard, en ayant comme argument l'insécurité, eh bien, à quelle date on va arriver à bout de l'insécurité? Est-ce qu'on est sûr que dans 6 mois, dans 8 mois, dans 18 mois, on va recouvrer l'ensemble du pays et que la situation sécuritaire redeviendra normale? Donc, au nom de l'insécurité, on risque, n'est-ce pas, de prolonger, de repousser encore et encore. Eh bien, ça, c'est un premier risque. Ensuite, l'organe dont on parle, il y a quand même la question des partis politiques. Vous savez, il y a beaucoup de partis politiques qui viennent de faire une manifestation récemment, c'est-à-dire qui se positionnent d'ailleurs, qui travaillent à contre-courant, complètement à contre-courant de la transition. Il y a cette question aussi à régler parce qu'il faut aller ensemble avec une large partie de la classe politique. Donc, même s'ils ont la volonté, la méthode dont parle Balan, effectivement, il faut serrer les problèmes et essayer de résoudre ceux qui sont possibles de résoudre à temps, mais attention en ayant comme argument la situation sécuritaire, parce que je ne suis pas sûr qu'on en vienne à bout de cette situation dans 6 mois ou même dans 1 an. Alors, si on n'en vient pas à bout, qu'est-ce qu'on va trouver comme argument? De prolonger encore et encore. Donc, vraiment, faisons attention à ce niveau-là. À force de repousser et de prolonger encore et encore, est-ce que ces élections ne risquent pas de se tenir aux dates initiales auxquelles elles étaient prévues avant le coup d'État, c'est-à-dire en 2023? C'est possible, mais moi je suppose qu'il faudrait quand même trancher à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez des passions où les élections sont totalement impossibles. Et certains partis politiques ont leur passion, ont leur électorat dans ces endroits-là. Je crois qu'il faut choisir à un moment donné. Si on sait qu'on ne peut pas en venir à bout de façon définitive, il faudrait choisir des centres urbains, en tout cas des localités dans lesquelles les élections peuvent se tenir. Et ça, c'est un pacte à passer avec les partis politiques parce que c'est un autre problème qu'il faut résoudre. Mais dire qu'à cause de la situation sécuritaire, les élections ne peuvent pas se tenir, je suis d'accord, mais allons-nous observer jusqu'à la fin de l'insécurité pour tenir des élections? Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, est-ce que vous pensez que les autorités de la transition vont faire directement ce choix ou est-ce que c'est la population qui doit l'exiger? Les assises semblent nous indiquer que les populations vont déterminer un horizon à ne pas dépasser. Mais à l'issue de cet horizon dégagé, on peut faire une autre assise et puis déterminer de fil en aiguille. Et puis moi je crois que c'est quand même un danger. Il faudrait une fois de plus un retour à l'ordre constitutionnel normal. Il faudrait faire des choix stratégiques. On peut prolonger, je suis d'accord, mais il ne faut pas tomber dans une culture de prolongation sous prétexte que la situation sécuritaire n'est pas réluisante. Donc, à un moment donné, nous devons rapidement retourner dans l'ordre constitutionnel normal pour être au même rythme que la communauté internationale, parce que nous sommes en marge dans beaucoup d'institutions. L'Union africaine, la CEDEAO, nous sommes vraiment en marge, il y a des choses dont on ne peut pas bénéficier. Donc, étant en périphérie, nous perdons d'influence, nous perdons de crédibilité, et nous sommes assistés vis-à-vis des autres pays. Et donc, je crois que c'est une situation qu'il faudrait circonscrire rapidement
et ne pas tomber dans une culture de prolongation. Moro Makalou, la CEDEAO demande à l'Union africaine, à l'Union européenne de soutenir ces sanctions. Faut-il s'attendre à ce soutien de ces organisations internationales? C'est évident, c'est le principe de subsidiarité que je m'évertue à expliquer. Quand le Conseil de sécurité, les 15 membres du Conseil de sécurité sont rendus à Bamako ici, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur communiqué final? Ils disent qu'ils attendent la décision de la CEDEAO. L'Union africaine, je vous ai dit que la CEDEAO est une des communautés économiques régionales de l'Union africaine. Donc les décisions de la CEDEAO seront suivies par les 55 pays de l'Union africaine. Seront suivies ensuite par la communauté internationale, y compris les nations, surtout les Nations Unies. Donc nous allons nous mettre au banc de la communauté internationale alors que nous avons une diaspora de plus de 5 millions de Maliens à l'extérieur. 60% de notre économie dépend de l'extérieur. Ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, les Maliens de la diaspora envoient tous les jours que Dieu fait par les circuits financiers 1,5 milliard de francs CFA. Ça fait entre 500 et 600 milliards de francs CFA chaque année. Et je pense que c'est le même montant qui rentre en dehors des circuits financiers. Vous savez, ce pays a toujours été géré dans la rupture. C'est-à-dire nous avons le Mali depuis 1960, ce pays est né dans la rupture, de l'éclatement de la Fédération du Mali, le coup d'État de 68, le coup d'État de 91, le coup d'État de 2012, le coup d'État de 2020. Il faut que les Maliens s'unissent. Les slogans ne servent à rien. Qu'est-ce qui les divise? C'est le dialogue qui doit prévaloir dans ce pays. Qu'est-ce qui divise les Maliens aujourd'hui? Écoutez, moi, mon inquiétude, c'est que malgré tout, cette transition débouche sur une crise post-électorale et la transition n'aurait servi à rien du tout. Je pense que les Maliens doivent se donner la main pour réussir. Notre pays est malade. Et on ne peut soigner un malade qu'à travers des remèdes, pas à travers des mots, M-O-T-S, mais dans les causes, pas dans les effets, pas dans les symptômes. Nous devons faire de l'introspection. Pourquoi ce pays est en crise récurrente? Est-ce que ces assises vont être un facteur d'unité ou de division? Cette transition, normalement, nous ne devrions pas avoir d'opposition. Nous n'aurons pas d'unanimisme, mais nous devrions avoir un consensus des Maliens autour de l'essentiel. Et cela ne peut se faire qu'à travers le dialogue. Et ce dialogue, à travers ce dialogue, un dicton africain dit que pour pouvoir maintenir un dialogue avec votre adversaire, il faut reconnaître sa différence et son altérité. Mais la pensée unique n'a pas sa place dans notre pays. Ce pays n'appartient pas à un dirigeant, ce pays n'appartient pas à un groupe, ce pays n'appartient pas à une famille, ce pays appartient à 21 millions de Maliens. John F. Kennedy disait « Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier ». Mais est-ce que cela peut se faire au Mali du moment où celui qui contredit est vu comme un ennemi? Les régimes changent, mais les peuples demeurent. Le peuple malien est résistant. Vous savez, malgré toutes ces difficultés, le peuple malien est toujours debout. Mais nous avons la communauté internationale à nos côtés pour nous aider. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Oui, mais est-ce que c'est possible quand celui qui contredit est vu comme un opposant, comme un ennemi? Mais c'est ce que je veux dire. Il faut que nous arrêtons d'encourager la polémique, les slogans, les invectives, les menaces, les slogans. Il ne faut pas que le slogan remplace la réflexion. Nous devons mener une réflexion collective qui menant à une action positive qui peut sortir notre pays des difficultés qu'il traverse. Est-ce que les assises nationales de la refondation permettront cela? Ça devrait permettre cela. Il est encore temps. Vous semblez pessimiste par rapport à ça. Oui, mais vous savez, le dialogue doit se faire dans la sincérité. Moi, je ne crois pas aux artifices, je ne crois pas à la démagogie, je ne crois pas à la malhonnêteté. Je crois à la sincérité. Vous savez, vous pouvez être rusé, vous pouvez être intelligent, mais vous ne pourriez pas réussir à gouverner un pays si vous n'avez pas une once de sincérité. Donc, ce pays mérite mieux que cela et les Maliens doivent se donner la main, quelles que soient les sensibilités, et nous devons discuter autour de la table plutôt que dans la rue. Comment réussir cette transition, Balan Diakité?
C'est la question dont la réponse vaut des millions, en fait. Je pense que réussir la transition, comme il a si bien dit, il faut d'abord une volonté de tous les côtés pour qu'on aille vraiment vers un objectif. Mais encore faudrait-il déterminer l'objectif. Parce que jusqu'ici, on va dans tous les sens, quoi. En fait, quand vous écoutez souvent certains représentants des partis politiques, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas vraiment dans la même dynamique de refondation que le reste du Mali. Par contre, vous écoutez aussi souvent certains gouvernants, c'est finalement la même lecture des choses que l'on a. Donc aujourd'hui, il faudrait déterminer justement en commun un objectif. Si c'est la refondation, oui, la refondation, mais par quels moyens? Quelles sont les étapes à suivre? Encore, la question des méthodes se pose. Parce que vous ne pouvez pas, en fait, dans un pays qui est plongé depuis presque 10 ans dans une crise multidimensionnelle, venir gouverner ce pays uniquement avec une seule idéologie ou bien une seule vision des choses. Il faut prendre en compte les autres visions aussi. Il faut essayer de jouer sur le consensus, même si je demeure convaincu que le consensus, ce n'est pas le principe démocratique. Le principe démocratique reste le principe de majorité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce n'est pas la Constitution qui est appliquée. Nous ne sommes pas dans un ordre constitutionnel normal, et donc il faut faire avec les moyens que l'on a, essayer d'amener les partis qui sont opposés à la dynamique de la transition à suivre cette dynamique-là, mais vous ne pouvez pas les amener à vous suivre tant que vous aussi vous êtes là à faire des clashs avec ces gens-là. À quoi est-ce qu'on servi les précédents dialogues? N'était-il pas franc, notamment la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif? Non, le dialogue, on le fait tous les jours. Là, vous et moi, nous sommes en train de faire un dialogue là. Voilà. Maintenant, un dialogue, après, il faudrait que ça soit matérialisé par des décisions politiques. C'est la décision politique qui fait toute la différence. On peut faire 1000 dialogues, mais après, s'il n'y a pas une autorité politique vraiment soucieuse et qui a vraiment la volonté de les appliquer, mais tout ce que nous allons dire, ça va être des choses qui vont tout simplement meubler en fait le souvenir des hommes. Sinon, en réalité, tout ce que nous avons dit au Mali, du déni depuis les rapports de Daba Jawara et autres là jusqu'au déni, mais ce sont en fait des propositions et des recommandations que nous devons aujourd'hui appliquer. Mais depuis quand ces recommandations ont été prises? Il y avait quel gouvernement qui était là? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Absolument rien. Et donc, à Madame Bamba, est-ce que ce sont des décisions politiques qui ont manqué ou est-ce que ce sont leurs applications? C'est un manque de suivi, tout simplement. Je trouve que c'est un manque de suivi. Et on a des forats, des grands dialogues, tout ça. Mais après, les conclusions ne sont pas suivies. Il n'y a pas d'évaluation des actions et il y a une répétition de ces choses-là. Moi, je souhaiterais vraiment qu'on sorte de ça et si jamais on arrive à faire les assises nationales de la refondation, vraiment que les décisions... Vous pensez qu'il est improbable qu'on puisse les faire? Bon, comme ce n'est pas encore tenu et que les gens sont encore partagés sur la question des assises nationales de la refondation, donc je le mets au conditionnel. Mais si jamais on arrive à tenir ces assises-là, moi je souhaiterais vraiment que les conclusions de ces assises puissent être appliquées. En tout cas, si ce sont ce sont les décisions des Maliens, que ça puisse être appliqué, qu'on puisse suivre les actions issues de ce grand rendez-vous-là. Mais ce que je voulais dire par rapport au problème de... Rapidement, il nous reste une minute. Voilà, de la conformité entre la feuille de route de la transition et puis le temps qu'on a alloué à la transition, c'est-à-dire les 18 mois. Je trouve que ce problème-là tire son origine depuis les concertations nationales. Lors des concertations nationales, on a eu à les dire, on dit qu'il faut définir la finalité de la transition. C'est ça. La finalité de la transition, malheureusement, elle n'a pas été définie, en tout cas pas de façon officielle. Est-ce que c'était la refondation de l'État ou est-ce que c'était le retour à l'ordre constitutionnel? C'est ce qui a manqué. Cette finalité, elle n'a pas été définie. Donc, on a défini une feuille de route, on a défini la charte de la transition, mais sur les 18 mois, ce n'était pas possible. D'accord. Et donc, un dernier tour de table pour chacun. Fodje Tandjougoura, la CEDEAO demande le respect du délai de la transition et les autorités de la transition, la CEDEAO l'a dit, a notifié son incapacité à tenir les élections aux dates indiquées. À quoi faut-il s'attendre rapidement?
Oui, je crois que la CEDEAO a déjà manifesté ce qu'elle pensait des autorités de la transition. Maintenant, quel est le délai suivant qui va être notifié à la CEDEAO pour qu'on puisse tenir les élections cette fois-ci? Donc je crois que c'est la prochaine étape, mais les sanctions qui seront prises ne vont pas toucher le peuple. Ça, c'est déjà quelque chose que nous connaissons. Maintenant, merci à vous. À Modibo Mahamadou, le délai va-t-il être respecté ou la transition va être prolongée? Non, écoutez, la CEDEAO a dit que le délai des élections 27 février 2022 était non négociable, mais je pense que c'est une position de principe. Mais faisons attention parce que la prochaine réunion de la CEDEAO en décembre sera déterminant. Et la CEDEAO ne va pas attendre les conclusions des assises pour renforcer les sanctions prises maintenant que Dieu nous engage. Balan Diakité, le délai va-t-il être respecté ou la transition va être prolongée? En tout cas, au regard de ce qui se passe, je peux dire que les autorités actuelles sont dans une dynamique de prolongation de la transition. Est-ce votre avis aussi, Madame Bamba? J'avoue que j'arrive pas à me décider. J'avoue que j'arrive pas à me décider. Une autre fois, alors vous aurez l'occasion de vous décider là-dessus. Le temps fait défaut. Merci beaucoup, Madame Bamba Aminata Konaté du collectif Citoyens pour la Renaissance du Mali, Balan Diakité, politologue chercheur, Dr Fodié Tandjigoura, sociologue chercheur, et Modibo Mahamadou, économiste. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndao et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bonne soirée à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.